ça. Et Laurent, c'est à toi. Alors, juste avant de passer à Laurent, encore une fois, si vous ne m'avez pas entendu, vous pouvez à tout moment proposer des questions. Bonjour Nicolas. Vous pouvez tout le moment proposer des questions. Moi, je vais modérer, donc je vais veiller les questions sur le contenu. Donc, à tout moment, vous pouvez poser des questions et moi et Laurent, on va les regarder, on va répondre. Hein. Il n'y aura pas une section questions-réponses à la fin. Donc, c'est vraiment tout au long du webinaire. Pareil pour le son. Les problèmes informatiques, si jamais il y a un problème, quel que ce soit, vous allez dans la rubrique aussi, vous commencez à chatter. Nous, on vous entend pas, hein, on n'entend pas de voix. On peut ne communiquer avec vous, de votre part, à travers le chat. Hein. Donc, bon, super. Bonjour Catherine, bonjour Angélique, bien connecté. Bonjour Maxime est là aussi, super. Bon, on est bien nombreux, on va démarrer. Laurent, je te passe le premier slide. Merci Joss. Bien, bonjour à tous et content de vous retrouver. Alors pas en face à face, mais content de vous retrouver parce que je vois de nombreux noms connus pour ce premier webinaire de rentrée sur le thème des chiens. Les chiens. C'est ton idée, Joss. Oui, c'était mon idée. Oui. Voilà. J'aime bien les chiens. Il faut assumer, Joss, maintenant. Alors, la première question à laquelle nous devons absolument répondre, c'est quel lien y a-t-il entre les chiens et le management? Alors, d'où nous vient cette idée saugrenue? Je vais prendre quelques secondes pour vous expliquer comment nous avons intégré une séquence canine et donc une expérience pour les participants à notre formation dirigée, motivée, responsabilisée avec des chiens. C'était il y a à peu près 15 ans de ça. J'étais en randonnée dans les Pyrénées avec des amis et parmi ces amis, Viviane. Ce qui caractérise Viviane, à part d'être blonde, d'avoir des yeux très expressifs et un grand sourire, c'est qu'elle est grecque d'origine, qu'elle parle anglais parce qu'elle a vécu aux États-Unis, qu'elle parle français parce qu'elle est mariée avec mon ami Xavier. Elle parle aussi espagnol parce qu'aujourd'hui elle vit à Barcelone. Ce qui la caractérise aussi, c'est qu'elle a travaillé en tant que consultante chez Pricewaterhouse. Elle a été aussi directrice marketing chez BIC. Et il y a 15 ans de ça, elle me parle de sa passion pour les chiens. Et tout simplement, en randonnant, elle m'explique quels sont les principes qui permettent à un moment donné d'éduquer des chiens. Et au fur et à mesure qu'elle me parle, je fais des liens systématiques avec le management, sur chacun des principes qu'elle évoque avec moi. Alors, je partage ma surprise avec elle, et ceci va donner lieu assez rapidement à une première séquence canine faite avec Viviane à Perpignan. Viviane aujourd'hui a arrêté son métier, a développé une expertise tout à fait pointue dans l'éducation canine et également en leadership. Du coup, elle a monté sa propre société. Vous voyez son logo, Animal Leadership Experience, et elle est tout à fait capable, du coup, d'effectuer des prestations avec nous pour vous faire découvrir de quelle manière il peut y avoir un lien entre l'éducation des chiens et le leadership. Alors, plutôt que d'évoquer ces liens directement avec vous, j'ai plutôt envie de vous les faire deviner. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? J'ai commencé à répondre je vous ai expliqué qu'il pouvait y avoir des liens entre chien et management. On va aller un peu plus loin et on va chercher à comprendre quel lien on peut faire. Dans une deuxième partie, je vous parlerai des liens qu'on peut faire entre des chiens et des êtres humains. Et là, vous êtes en train de vous dire, ça va, Laurent, il n'a plus toute sa raison. Un chien, c'est un animal. Et un être humain, c'est un être humain. Tout à fait raison. Et en même temps, vous allez voir, de manière tout à fait, je dirais,
curieuse, il y a des similarités incroyables entre les chiens et nous. Ensuite, dans une troisième partie, j'évoquerai la séquence canine que nous faisons au cours de notre formation et je vous dévoilerai les erreurs, les 4 erreurs les plus régulières, les plus fréquentes et les plus pénalisantes pour les participants à nos formations, non seulement avec des chiens, mais également avec leurs collaborateurs en entreprise. Alors vous découvrirez ces erreurs, vous découvrirez aussi nos conseils à ce sujet. Voilà. Pour les personnes qui le souhaitent et qui ont un intérêt particulier sur ce webinaire, eh bien, nous vous indiquerons comment aller plus loin si vous le souhaitez. Alors justement, je profite de ça pour dire à tous ceux qui vous connaissent, si vous ne connaissez pas, donc on est un organisme de formation en management, en leadership basé dans la région Languedoc-Roussillon. Moi, Joss, donc je suis dans la société britannique, hein, donc si vous reconnaissez pas mon accent. Et ça fait donc 6 ans qu'on travaille ensemble avec Laurent. Et puis moi, je m'occupe de tout ce qui est mise en place des formations, diagnostic, évaluation et suivi. Et Laurent? Eh bien, moi je suis donc, j'anime les formations dont vous parle Joss. Voilà 16 ans que je fais ce métier. J'ai une compétence particulière en management et en leadership. Donc j'ai bâti un parcours de formation que nous appelons Intelligence et Leadership. Et la séquence canine dont nous vous parlons est issue d'une de ces 4 formations, hein, d'une des 4 formations qui forment ce parcours leadership. Et ce webinaire, je dirais, ils sont ouverts à tous, ils sont ouverts à ceux qui sont intéressés par le management, mais également comme rappel pour ceux qui ont suivi les formations. Et souvent, ça fait du bien, même pour ceux qui ont suivi, de retoucher un peu comme piqûre de rappel les séquences qu'ils ont fait à distance. Voilà. Alors, merci pour cette précision, Joss. Du coup, ce que je vous propose tout de suite, c'est de continuer à faire des liens entre management et leadership. Juste avant, j'ai une question. Cette question, c'est: avez-vous un chien? Alors, vous voyez, il y a 3 réponses possibles. Je n'ai jamais eu de chien. Vous avez eu un chien dans le passé, vous n'en avez plus. Ou bien vous avez un chien actuellement. Simplement, répondez-moi s'il vous plaît. Joss est en train de vous proposer un sondage. Merci d'y répondre, ça me permettra d'adapter un peu mon discours à la population des personnes qui sont en face de nous. Absolument. Combien de personnes aujourd'hui, Joss? On a 30, précisément. 30 personnes, on avait 48 inscrits. Oui. Peut-être des gens qui vont se brancher au fur et à mesure. Donc, répondez s'il vous plaît à la question avec le sondage. Et de cette manière, on pourra le publier, hein, chacun le verra, c'est ça. Juste question, voilà. Choix multiple. Je crois que pratiquement tout le monde a voté, hein, voilà, 90, 93 par contre. Voilà, super. Bon. C'est bon? Ouais. Donc, je ferme le sondage et je partage les résultats avec vous. Voilà, là, vous devriez voir là. Alors, c'est important pour moi finalement, hein, parce que finalement, la très grande majorité d'entre vous n'ont jamais eu de chien. Et du coup, c'est important pour moi de parler avec vous des bases finalement. Hein. Voilà. J'ai eu un chien 15%, j'ai un chien 15%. Je parlerai aussi à ceux qui ont des chiens, mais je vais être très attentif au fait que pour certains, le chien est un inconnu, quoi. Hein. On est parti. Alors, du coup, si vous aviez un chien, hein, si la totalité d'entre vous aviez un chien, probablement un chiot tout petit, eh bien, vous seriez probablement, voilà, peut-être émerveillé par un petit chiot. Hein. On est toujours attendri par un chiot, et puis assez rapidement, vous allez avoir des besoins. Le premier besoin que vous allez avoir, c'est que votre chien obéisse. Pour des raisons d'hygiène déjà, parce que sinon, très rapidement, il va commencer par faire pipi partout. Hein. Voilà. Il fait rien de mal, hein, pour lui, il marque son territoire, hein, il prend ses marques d'une certaine manière et il sait pas qu'il faut faire différemment. Du coup, pour ça, comme pour d'autres choses encore, il va falloir qu'il obéisse. C'est-à-dire que quand vous allez lui donner des ordres, il va falloir qu'il agisse conformément à ce que vous voulez. Et puis également, il va falloir qu'il y ait des repères. Qu'il ait des repères pour vivre au sein de la famille qui l'accueille. Vous allez avoir des règles du type pas sur le canapé,
Vous allez avoir des règles du type pas sur les lits, voilà. Et du coup, il va falloir vous positionner, non seulement pour qu'il obéisse quand vous avez besoin. Obéir, ça signifie quand vous allez être dans la rue avec votre chiot, votre chien qui grandit, qu'il revienne, voilà. Puis qu'il vienne pas attaquer un autre chien, voilà. Donc il va falloir qu'il obéisse, il va falloir qu'il ait des repères. Ça va être très important pour vous qu'il finalement exécute ce que vous lui demandez. Vous allez avoir un autre besoin. Vous pourriez avoir un autre besoin. L'autre besoin que vous pourriez avoir, c'est que votre chien modifie l'énergie qu'il a en fonction de ce que vous voulez. À quoi je fais référence? Eh bien, tout simplement, si vous avez envie de jouer, il va falloir que vous créiez les conditions pour que votre chien ait envie de jouer avec vous. Si vous voulez lire, il va falloir créer les conditions pour que votre chien soit calme. Voilà. Et du coup, si vous voulez faire de la compétition avec lui, de l'agility par exemple, voilà, parce que vous allez aller dans un endroit pour apprendre à éduquer votre chien, et vous avez peut-être envie de faire de la compétition, alors il va falloir peut-être développer du courage chez votre chien, ou développer de la persévérance. Et là, il ne s'agit pas simplement que le chien exécute ce que vous lui demandez, mais qu'il soit dans des dispositions d'énergie qui soient différentes en fonction de ce que vous voulez qu'il fasse. Alors bien entendu, j'imagine que vous faites déjà des liens entre ce que je vous dis et les besoins que vous pourriez avoir en entreprise. Alors, performance, par exemple. Alors, je vais partager du coup un point de vue. Avec notre casquette de consultant management, Joss, ce que j'ai envie de partager avec vous, ça va être très court, c'est que le premier homme à m'avoir mis sur sa carte de visite consultant management s'appelle Frédéric Winslow Taylor. Taylor, ça vous dit quelque chose? Vous pensez Taylorisme, vous voyez déjà Charlot dans les temps modernes. Taylor est né en 1856, il est décédé en 1915. C'est lui qui finalement a introduit ce mot de management pour la première fois. C'est l'inventeur en quelque sorte du management scientifique, ou plutôt de l'organisation scientifique du travail. En quoi ça consistait? Vous vous en faites une idée. Il s'agissait tout simplement d'observer les gens à leur poste de travail et puis de chercher à optimiser l'organisation du travail. En fait, cette contribution a été significative puisqu'elle a permis dans les industries manufacturières d'augmenter la productivité d'à peu près 3,5% par an. C'est-à-dire que au XXe siècle, le taylorisme a permis d'améliorer la productivité des industries manufacturières d'à peu près 50%. Ce qui est énorme. C'est probablement, je dirais, la plus grande contribution au cours du XXe siècle. Aujourd'hui, il y a peut-être de nouveau des moyens d'accroître la productivité à travers l'organisation du travail au sein de votre société. Je parle des processus au sein de votre société, par exemple. Et en même temps, nos organisations ont un autre défi à relever. Le défi est de rendre productifs des personnes qui ne font plus un travail manuel. Puisque j'imagine que la plupart de vos employés manipulent de l'information. Il s'agit maintenant, du coup, de rendre productifs des personnes qui ont certaines caractéristiques. Première caractéristique, la productivité de vos employés va dépendre de la capacité qu'ils auront à choisir la tâche à réaliser. Et là, on s'éloigne énormément du taylorisme, où on n'a plus qu'à exécuter les ordres. La caractéristique ce qui caractérise aussi vos employés, c'est que j'imagine que leur productivité dépend aussi de leur volonté à bien faire les tâches. Elle doit dépendre également de leur volonté de progresser dans leurs compétences, éventuellement de partager ces compétences avec les autres collaborateurs au sein de l'entreprise. Alors, quand je cite ces points, bien sûr, on voit qu'entre l'apport du taylorisme et le défi actuel, il y a un écart. Et quand on parle management aujourd'hui, je dirais qu'il y a des sources de productivité, des trésors de productivité énormes, quand on a la capacité d'agir sur les dimensions que je viens d'évoquer. Donc c'est le choix de tâches, donc c'est la priorité,
C'est ça la priorité de ce qu'on choisit de faire. Ce qui implique, Joss, qu'il faut que la personne comprenne bien sa mission, qu'elle comprenne bien ce qui est prioritaire et qu'elle fasse le bon choix par rapport à toutes les tâches qu'elle a exécutées par ailleurs, qui sont extrêmement nombreuses. C'est son niveau de motivation, l'envie d'accomplir la tâche. Exactement. Et puis sa volonté de progresser à long terme. Bien entendu, j'imagine que la plupart de vos employés seront d'autant plus performants et d'autant plus productifs que leurs compétences sont fortes et qu'ils partagent leurs compétences éventuellement avec leurs équipes ou d'autres personnes au sein de l'entreprise. Tout à fait. Alors bien entendu, vous faites des liens avec votre personnel, j'imagine. Dans certains cas, ce que je rencontre clairement au sein des entreprises avec lesquelles nous travaillons, c'est qu'un manager demande des choses et les choses ne sont pas faites. Dans d'autres cas, un manager demande, les choses sont faites, mais à minima. Quand je dis à minima, c'est-à-dire que l'énergie qui met la personne n'est pas au niveau espéré. Hein, je pense à des sociétés très simples. Je pense aux clients et à la satisfaction client. Hein. Mais peut-être que nombreux d'entre vous ont été à se dire, nom de Dieu, qu'est-ce que j'aimerais que mon employé commercial, par exemple, puisse avoir envie de satisfaire le client comme moi j'ai envie que le client soit satisfait. Hein. Et vous voyez qu'il s'agit plus simplement d'un ordre ici, hein, mais d'une responsabilisation de l'employé sur la mission qui lui a été confiée et d'une énergie particulière par rapport à ça. Alors, nous sommes en train de faire des liens entre chien et management. Joss, vas-y, tu as passé une slide et je souhaiterais qu'on fasse des liens avec chien et collaborateur. Et alors, non, c'est pas possible, tu vas trop loin. On ne peut pas faire des liens. Alors, bien sûr, si vous regardez la slide suivante, non. C'est laquelle ? Celle avec le bonhomme, le dessin, Joss. Celui-là. Tu peux m'enlever ça ? Voilà. Simplement, voilà, ce serait sympa de faire une petite réunion à deux. Comprenons bien. En fait, il y a plusieurs possibilités dans un rôle de manager. La première, idéale, vous avez des affinités naturelles avec les personnes de votre équipe. Je parle du tempérament. Hein, voilà. Et du coup, vous vous connectez, vous parlez de manière assez fluide et rapide. Et vous pourriez même avoir les mêmes intérêts. Si vous avez des tempéraments compatibles et des intérêts similaires, je dirais que le travail va se faire facilement. Ce qui devient compliqué, c'est quand le tempérament est différent et quand les intérêts sont différents. Je vais prendre des exemples très très simples et qui vous concernent tous. J'imagine que vous êtes nombreux à avoir des enfants, par exemple. Vous pouvez avoir des enfants qui ont un tempérament qui est proche du vôtre ou pas, et du coup c'est plus ou moins facile. Et vous pouvez avoir des enfants qui ont l'intérêt que vous voulez qu'ils aient ou pas. Par exemple, quand vos enfants vont à l'école, vous souhaiteriez que vos enfants soient intéressés par la scolarité et ramener de bonnes notes. D'accord ? Et peut-être que eux n'ont pas du tout cet intérêt-là à ce moment-là. Et là, ça devient compliqué. Hein ? Si en plus de ça, vous avez un tempérament différent de votre enfant, alors ça devient très compliqué. Hein ? Voilà. Pareil, vous pourriez avoir envie de partager des moments de sport ou de lecture ou des visites avec vos enfants. Est-ce qu'ils ont les mêmes intérêts que vous ? À ce moment-là, pas sûr, d'accord ? Alors, je prends la métaphore de la sphère personnelle, mais bien entendu, je dirais, d'une certaine manière, et le dessin l'illustre assez bien, finalement, vous avez des besoins, vous avez besoin que votre collaborateur travaille, il y a des intérêts, et peut-être que lui, il a des sources d'intérêts qui sont très différentes des vôtres, et que du coup, il va travailler à minima sur ce que vous voulez. Hein ? Et là, ça devient très compliqué. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que quand votre interlocuteur ne souhaite pas faire ce que vous voulez, les paroles sont peu efficaces. Et ça, c'est gênant. C'est gênant parce que ce qu'on nous a appris dans les situations délicates, c'est à parler, à raisonner, à argumenter, pour convaincre une personne
d'arrêter de travailler, de regarder Facebook par exemple, d'accord, et de se mettre à la tâche convenue. Mais vous savez quoi? Dans ces situations-là, les paroles sont peu efficaces. À la limite, que vous utilisiez la stratégie soft de ce manager-là, ou une stratégie plus dure de type « bon, ça suffit maintenant, d'accord, mets-toi au travail », dans un cas comme dans l'autre, ça pourrait ne pas être très productif au final. Et là, on retrouve une similarité avec nos amis les chiens. Le point commun, c'est que le chien ne comprend pas les mots. Et pourtant, il peut obéir. Et pourtant, vous pouvez développer son intérêt, sa motivation. Et pourtant, il peut mettre plus ou moins d'énergie sur quelque chose à un moment donné. Intéressant. Comment peut-on faire pour obtenir ce que l'on veut, ou pour obtenir qu'une personne mette de l'énergie sur ce que l'on veut, sans parler? Alors, j'ai une question que j'ai envie de vous poser, mais quels sont ces ressorts? À votre avis, Joss, les gens peuvent répondre par rapport à ça, non? Comment font-ils pour se positionner par rapport à ça? C'est ma question. Comment peut-on faire pour obtenir que la personne qui se trouve sur son siège en train de regarder Facebook, petit à petit, fasse ce que vous voulez, y mette beaucoup d'énergie, ce qui n'est pas le cas là? Je vous écoute. Quelles sont vos réponses spontanées? Où doivent-ils répondre, Joss? Donc, il faut aller dans la question ou le chat. Donc, la question que Laurent vous pose, encore une fois, Laurent, c'est... Eh bien, quand vous avez un collaborateur qui se comporte comme celui que vous avez sur le slide, si les mots sont peu efficaces, quels sont les autres registres? Qu'est-ce que vous faites si les mots ne marchent plus avec un collaborateur qui bouge pas? Pour obtenir, Oui. 1, qu'il exécute la tâche que vous voulez, et que 2, il y mette de l'énergie. Très bien. Donc là, on commence à avoir des réponses. Allez-y. Alors, on voit des réponses. Je t'encourage à les nommer, Joss. Alors, Donc, donner du sens. Oui, donc en y donnant du sens, expliquer l'objectif et son intérêt. Donc, expliquer expliquer à la personne ce qu'il faut faire. Et ça peut marcher, bien sûr. Donner un challenge, on a ici. Ouais, intéressant. Lui montrer la tâche à faire. Voilà, Oui. Donc, ça, Oui. on sort du registre de l'explication. Exactement. Le temps, est-ce que le temps est plus important que les mots? Intéressant, ça. Très intéressant. Le regard, le gestuel, la posture, très bien. Super. La récompense, s'intéresser à son travail et lui s'asseoir avec lui et demander de nous montrer sur quoi il travaille et vers où il va. Intéressant. Donc, poser des questions sur ce qu'il fait. Voir notre passion à exécuter la tâche, super. Donner du sens, on a super. Comprendre ses motivations, bien sûr. Très bien. Essayer de comprendre. Changer d'intonation, donc super, on a donné le temps. Y mettre de l'énergie, très bien. Pointer un écran avec les objectifs à atteindre et la position actuelle. Ok. Donc super, on a essayé de comprendre. L'aider sur ses priorités, sur ses urgences. Faire une pause café pour changer de contexte. Changer de situation. Très bien. Vous faites preuve d'une ingéniosité remarquable. Très bien. Lui demander qu'est-ce qui le motive et comment l'aider pour qu'il puisse faire son travail dans le temps. Super. Donc poser des questions, chercher à comprendre. Savoir où sont les limites de la personne. Ouais, la question c'est comment, ouais. Oui, et comment, oui. Et reconnaître ses points forts. Très bien. Intéressant. Donc, et puis on finit par expliquer pourquoi c'est important de faire ce qu'on lui demande. Donc, explication. Et puis Nicolas qui finit avec le coup de marteau. Nicolas, je comprends pas bien. Il faut lui taper sur la tête avec un marteau. Il faut taper sur la tête. Voilà. Ça, c'est l'ancien style de Taylor, c'est ça? C'est ça, exactement. Bon, bravo. Très bien. Alors, écoutez, merci pour toutes ces idées. Je vais partager maintenant. Nous allons partager maintenant avec vous, du coup, les erreurs les plus fréquentes que commettent les participants à notre formation quand ils sont sur le terrain avec les chiens, puisque. Donc, tu peux présenter un peu la logique de la séquence? Oui, les jeux. Qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, ce qui se passe, c'est que le deuxième jour de notre formation, les personnes se retrouvent donc sur un terrain de sport avec des chiens, et on va donc en présence d'un maître chien. Donc, il n'y a pas que toi, il y a un maître chien qui. Tout à fait. Moi, je vais filmer. Et du coup, le maître chien va demander aux personnes d'exécuter un travail précis avec un chien, sans donner de clé. Et puis tout simplement, moi je filme, et puis les personnes essaient de se débrouiller. Alors bien entendu, au fur et à mesure des passages, on cherche ensemble à comprendre
ce qui est raté ou ce qui est réussi. Mm. Et petit à petit, bien entendu, le maître chien, eh bien, dévoile progressivement ses secrets, ce que je vais partager aussi avec vous aujourd'hui. Voilà globalement. Alors du coup, je vais évoquer avec vous les 4 erreurs qui sont les plus gênantes par rapport à ça, et les 4 antidotes, hein, et les conseils qui vont avec. Hein, voilà ce qu'on va faire. Donc c'est les mêmes chiens à chaque fois, hein. C'est pas les chiens qu'on choisit, c'est... Alors nous, on a nos petits secrets, hein, Oui. on travaille avec plusieurs chiens, on choisit les chiens en fonction des personnes, voilà. Hein. On se pose des questions. Voilà. Mais alors du coup, j'ai une question pour vous, parce que je vois que vous réagissez bien. Et, à votre avis, quelles sont allez, quelle est l'erreur ou les 4 erreurs, les erreurs les plus fréquentes et les plus pénalisantes que peuvent faire nos participants à cette séquence-là? Quelles sont les erreurs qu'ils font avec les chiens, qu'ils peuvent faire Exactement. Avec les chiens. Qu'est-ce qu'ils ratent et qui est très gênant et qui leur empêchera d'effectuer l'exercice correctement? De la même manière, on attend vos réponses. Allez-y, hein, même rubrique s'il vous plaît, allez mettre vos réponses. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes, les plus pénalisantes que nos participants font dans cette séquence avec les chiens, à votre avis? Alors, on y va? Je t'en prie. Alors, intonation de la voix. Donc là, on est dans la, hein, dans la voix, dans le ton de la voix. Très bien. Parler aux chiens. Erreur de parler aux chiens. Laisser faire les chiens. Oui, très bien. Ne pas poser leur voix. Super. S'énerver avec les chiens. Oui, ça arrive, je le confirme. Et peut-être que vous pourriez faire la même chose si vous étiez sur le terrain, avec des gens qui vous regardent en étant filmés. Vous imaginez la situation. Être en colère avec les chiens, d'accord. Crier, voilà, crier aux chiens, très bien, c'est ça. En faisant faire l'action en tirant le chien, très bien. Donc j'imagine avec la laisse, on tire le chien, plutôt qu'il a fait. C'est ça, hein? Ouais, je comprends. Oui. Instruction trop longue, très bien. Ouais, bien sûr. La peur du chien. Ah oui, non, mais c'est un répulsif pour le chien. Ne pas se présenter. D'accord, donc ne pas se présenter au chien, j'imagine. Intéressant. Ne pas toujours utiliser les mêmes mots ou gestes. Très bien. Être trop autoritaire. Ouais, non, c'est une erreur. C'est super. Oui, s'énerve, très bien. Manque de récompense. Oui. Très bien. On voit des gens qui ont suivi d'informations. Alors, Nina dit ne pas expliquer. D'accord. Ok. Attention parce que ils comprennent pas. Ouais. Voilà, attention. Hein, le chien comprend pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup les explications, je parle. Manque d'autorité. Oui, bien sûr. Bien sûr. Lui donner des ordres quand il mange. Au mauvais moment. Au mauvais moment. Oui. Tout à fait. C'est peut-être pas approprié. Ne pas établir de rapport avec les chiens. Très bien. Ordre pas assez précis. Hein, manque de précision. Bien sûr. Tirer sur la laisse pour qu'il avance. Très bien. Crier sur les chiens pour se faire plaisir. Forcer les chiens. Ne pas encourager les chiens. Intéressant. Très bien. S'énerver sur les chiens, oui, crier. Ne pas instaurer le contact avec les chiens. Voilà, il y a beaucoup de crier, beaucoup d'énervement. Voilà, vous voyez bien l'importance. Récompenser le chien avant qu'il ait fait. Récompenser le chien avant qu'il ait fait l'exercice. C'est une erreur. C'est une erreur, oui. Ne pas faire connaissance au chien, ne pas créer des contacts, ne pas être sûr de soi. Très bien. Ne pas expliquer ce qu'on attend du chien. Ne pas se pencher pour parler au chien. Intéressant. Très bien. Se concentrer sur notre tâche et oublier le chien. Oui. Donc, oui, être flou dans la demande. Bon, génial. Bravo. Vous êtes, Bravo. Vous avez une très bonne intuition et je dirais que sur la base de ce que vous me dites, allez, il y a pratiquement 3 des 4, je dirais. 3 des 4. Ouais, 3 erreurs. Pas mal. 3 erreurs que vous avez trouvées sur 4. Et du coup, alors je voudrais les expliciter tout de même. Bien sûr. Alors, la première erreur, vous avez été nombreux à le mentionner, c'est d'oublier de rentrer en relation avec le chien.
C'est-à-dire que nombreux sont ceux qui commencent l'exercice sans se présenter au chien, sans rentrer en contact avec lui et sans créer sans se connecter. Hein. Aujourd'hui, on se connecte par informatique, on se connecte sur les réseaux, voilà. Et il faut bien comprendre qu'en fait, un chien a besoin d'être connecté à vous pour que vous puissiez espérer ensuite l'influencer. Pour quelle raison il vous obéirait s'il vous connaît pas d'une certaine manière, hein. Voilà. Alors, attention parce que dans certains cas, les gens rentrent en relation avec le chien, mais trop rapidement. Dans certains cas, les gens rentrent en relation parce qu'on leur a dit, mais c'est pas sincère. C'est-à-dire, soit la peur prédomine, hein, et là le chien. J'ai besoin de faire un petit aparté rapide. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le chien n'a forcément pas les mêmes facultés de raisonnement que nous, on est d'accord là-dessus. En revanche, il a certains sens qui sont exacerbés. Le flair, hein, ça, tout le monde le sait, hein, mais aussi la sensibilité. Ce sont des êtres sensibles ou hypersensibles, c'est-à-dire que le chien va ressentir vos propres émotions, et ce qu'il va ressentir quand il sera en contact avec vous va lui permettre de prendre des décisions et d'agir, avec une rapidité fulgurante d'ailleurs. Et donc, ce que vous ressentez, la peur que vous pouvez avoir au démarrage, est un vrai répulsif pour le chien. Hein, voilà. Donc, j'étais sur la relation, et établir cette relation de confiance. Dans certains cas, vous n'avez pas peur. Il y a une relation qui est créée, mais elle est créée par intérêt. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire là, vous créez une relation avec le chien pour qu'il fasse les exercices. Si vous procédez comme ça peut ne pas marcher. Créer une relation de confiance signifie du coup véritablement vouloir créer. Vous savez quoi, je ne vais pas vous l'expliquer. Je vais vous lire un petit texte. Très bien. Je vais vous lire un petit texte et vous allez comprendre vite fait. Ce texte, tu le connais, Joss. En fait, vous le connaissez tous. Je vous citerai l'auteur et le titre du livre juste après. C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour, dit le renard. Bonjour, répondit poliment le petit prince. Facile, hein. Même moi, je connais ça. Qui se retourna, mais ne vit rien. Je suis là, dit la voix, sous le pommier. Qui es-tu? Dit le petit prince. Tu es bien joli. Je suis un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste. Je ne peux pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Pardon, fit le petit prince. Et après réflexion, il ajouta. Qu'est-ce que ça signifie, apprivoisé? Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu? Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que ça signifie, apprivoiser? Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, dit le petit prince, je cherche des amis. Qu'est-ce que ça signifie, apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi, non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 autres renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Je m'arrête là. Inutile de citer le petit prince de Saint-Exupéry. Et bien entendu, vous comprenez, à travers la métaphore du renard, le fait qu'effectivement, nous oublions trop souvent de nous connecter de manière sincère et authentique avec les personnes qui sont autour de nous. Je vous disais que les chiens étaient des êtres sensibles, et bien entendu, nos collaborateurs sont des êtres sensibles. Et aujourd'hui, il est fondamental que chacun de nos collaborateurs ressente à quel point, à un moment donné, nous tissons avec lui un lien sincère, authentique, tout simplement pour lui, sans aucun autre intérêt que avoir un lien réel avec lui, de sympathie par exemple, ou d'ouverture. Nos conseils en la matière sont les suivants.
créez des liens sincères avec vos collaborateurs en cherchant à les connaître vraiment et soyez patient. Cela évitera de vous énerver, par exemple, alors que c'est absolument pas nécessaire. Alors, vous avez été nombreux à trouver cette première erreur. Je vais aborder la seconde. La deuxième erreur consiste à être imprécis au moment où nous exprimons ce que nous voulons, ou bien dans une énergie inappropriée au moment où nous exprimons nos attentes. Qu'est-ce que ça signifie imprécis? Moi, lors de la dernière formation, un participant à la séquence canine prend un itinéraire qui n'a rien à voir avec ce que lui a demandé le maître chien. Le maître chien était très précis sur l'itinéraire. Du coup, l'information a été enregistrée de manière approximative, elle a été retranscrite de manière approximative au chien. Si le chien ne ressent pas que vous savez clairement ce que vous voulez, il va détourner son attention et il partira, vous ne le tiendrez pas. Pour quelle raison vous voulez qu'un chien vous suive si vous ne savez pas où vous voulez aller? Il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est une question de sécurité pour le chien. Il ne suivra pas quelqu'un qui n'a pas de certitude sur la destination finale. Et si ces choses-là ne sont pas très claires. Et il se détournera de ce point de vue-là très rapidement. C'est incroyable, Joss, le nombre de gens qui du coup peuvent être flous dans leur commandement. Et alors là, le chien réagit de manière fulgurante, hein, il vous suit pas, hein, il s'en va. Hein. Et après, pour aller chercher, ça devient très très compliqué. Donc le chien ressent l'incertitude de la part du participant sur ce qu'il veut, et donc du coup il ressent que c'est pas certain, il voit que c'est imprécis, il s'en va. Il n'écoute pas, En fait, c'est exactement ça. Ce que va ressentir le chien, c'est le doute. Le doute, d'accord. Si tu doutes, mais vous êtes déjà en train de faire des liens avec vos collaborateurs. Si vous vous tournez vers un de vos collaborateurs en disant voilà, j'ai besoin que tu me fasses ça, mais si vous y mettez pas de la certitude, de la conviction, votre collaborateur dit bon, ok, il m'en a demandé 10 de choses. Quand il me présente celle-là, il y met pas beaucoup d'énergie. Ok, je vais faire comme pour les autres, je les laisse de côté. Et vous voyez de quelle manière ici, en fait, le doute ici peut tout à fait, eh bien, être un repoussoir pour le chien. Hein, et puis, du coup, créer une incertitude chez votre collaborateur. Je vous rappelle que votre collaborateur a des kilomètres de choses à faire tous les jours dans sa to-do list. Si celle-ci est énoncée avec un doute, il n'y a aucune raison qu'il la mette en priorité dans sa to-do list. D'accord? Du coup, elle peut passer à l'as. Alors, je voudrais que vous compreniez ça, mais moi, je suis stupéfait au cours de la formation de voir à quel point, dans de nombreux cas, les personnes que je challenge ne savent pas clairement ce qu'elles veulent. Je vais vous donner deux exemples simples. Écoutez ça. Alors, une personne... Alors, je vais prendre un exemple personnel, mais il m'a tellement marqué que j'ai envie de le partager avec vous. C'est une dame qui, un jour, au cours d'une formation, me dit, vous comprenez, moi, le leadership, obtenir des autres ce que je veux, c'est pas simple. J'ai même avec mes enfants. J'ai bon, expliquez-moi. Elle me dit, oui, moi, mes enfants, ils sont petits, ils sautent sur le canapé, j'arrive pas à les faire descendre. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, du coup, qu'est-ce que vous voulez? C'est clair la question. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Elle me dit, ce que je veux, c'est crier. J'ai dit, non, ça c'est ce que vous faites. Qu'est-ce que vous voulez? Là, elle me regarde, elle me fait, crier. J'ai dit, non, non, vous vous trompez, ça c'est pas ce que vous voulez obtenir comme résultat. C'est ce que vous faites aujourd'hui et qui ne fonctionne pas. Elle me dit, oui, vous avez raison. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez alors? Elle me dit qu'il descende du canapé. Je lui dis, super, bravo. Il y a une autre question à poser derrière, hein, bien sûr. C'est très bien, comment vous pourriez faire pour qu'il descende du canapé sans crier, parce que ça ne fonctionne pas. Hein, mais d'une certaine manière, il est inutile de blâmer cette personne, parce que quand nous sommes inquiets, eh bien, nous pouvons adopter des comportements qui sont pas forcément les plus appropriés, et on peut même perdre de vue notre objectif. Là, ça devient très compliqué, avec des chiens, avec des collaborateurs. J'ai un autre exemple à partager avec vous. Mais récemment, un responsable de production m'expliquait que l'un de ses chefs d'atelier lui dissimulait des informations. Je vous êtes sûr? Il me dit oui.
Je lui demande, voilà, quel est le niveau de stock? Il dit non, tout est OK. Et puis quand je fouille, je me rends compte qu'il y a des manques. Je dis d'accord. Tu sais quoi le problème? Mais le problème, c'est que si j'ai pas d'informations fiables, je peux pas prendre des décisions qui s'imposent. Alors, du coup, je lui pose la question, mais qu'est-ce que vous voulez dans cette situation-là? Il me dit bien, ce que je veux, c'est que ma direction m'aide à résoudre le problème. Je dis, ah bon? Ça, c'est surprenant. Je dis, mais ma question, c'est qu'est-ce que vous voulez avec lui? Il me dit, je sais pas, je peux rien faire. Ça fait plusieurs fois que je lui demande, et à chaque fois, eh bien, il ne me communique pas les informations dont j'ai vraiment besoin. Il les cache. Je crois qu'il a peur. Je crois qu'il le fait pour protéger son équipe ou pour se protéger lui-même. Très difficile pour mon interlocuteur d'exprimer ce qu'il veut à ce moment-là. Intéressant. Notre constat sur ce sujet-là, je vais paraphraser Pierre Dac, le philosophe, non, c'est le comique, et qui nous disait objectif flou, connerie précise. C'est pas très élégant, Joss, hein? Oui. Non. Bon. Mais ça permet Ça, on s'en souvient. Tu t'en souviendras. Oui. Objectif flou, connerie précise. Alors, mon conseil par rapport à ça, c'est avant un entretien important, avant une réunion importante, posez-vous une question. Qu'est-ce que je veux obtenir comme résultat à la fin de cet entretien ou à l'issue de cette réunion? Et commencez par dire ce que vous voulez au démarrage de l'entretien ou de la réunion. De la même manière, c'est que le chien sera attentif si vous êtes clair dans l'ordre. Il y a beaucoup de chances pour que les temps d'échange soient productifs en prenant l'habitude d'exprimer ce que vous voulez tout de suite, au démarrage d'un entretien ou d'un travail avec une équipe. Alors, vous avez découvert l'erreur 1, l'erreur 2, l'erreur 3, la voici. On a fait déjà un webinaire là-dessus, Joss. Hein, sur la félicitation, oui. Ce que l'on observe, c'est que quand le chien commence à obéir, nombreuses sont les personnes qui ne le félicitent pas. C'est-à-dire, oui, mais il sait le faire. Oui, mais il le fait avec vous. Pour la première fois. Comment il va savoir que c'est exactement ce que vous voulez si vous lui donnez aucun signe pour le conforter que ce qu'il est en train de faire est OK? Alors, il y a le manque de félicitations. Il y a parfois aussi les félicitations maladroites. Alors, maladroite, ça a été évoqué dans les réponses tout à l'heure. Parfois, on félicite trop tôt ou trop tard. Ou bien on félicite la personne. Aïe, aïe, aïe. Ou alors on félicite les résultats. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup de maladresse sur les félicitations. Alors, c'est un point particulièrement important. Hein. C'est un point très important parce que féliciter ou ne pas féliciter va avoir un impact sur l'énergie du collaborateur. Pas simplement sur l'exécution de l'ordre, mais sur l'énergie que le collaborateur va mettre dans la tâche que vous lui proposez. Sur sa motivation en quelque sorte. On a déjà fait des webinaires sur la motivation. Je vous expliquais à plusieurs reprises qu'on ne pouvait pas motiver quelqu'un, que la motivation venait de la personne elle-même. Par contre, on peut créer des conditions pour que la personne soit motivée. La question, c'est comment? Comment on peut faire quand mon collaborateur regarde Facebook ou quand mon chien veut manger un gâteau plutôt que de jouer avec moi? D'accord? Voilà. Comment je peux donner de l'intérêt à un moment donné à un collaborateur? Comment je peux donner de l'intérêt à ce chien sur ce terrain? La stratégie, Joss, c'est Félicitations minutes. Ouais. En fait, je voudrais que vous compreniez ce qu'il y a derrière la félicitation. Derrière la félicitation, il y a une stratégie très très connue qui est la stratégie des publicitaires. Nos sociétés, vos sociétés dépensent des sommes incroyables en publicité. Pour quelle raison? C'est très simple. Les gens veulent que vous associez une émotion à un produit ou un service. Point à la ligne. Réfléchissez bien. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous faites quelque chose ou vous ne le faites pas? Qu'est-ce qui fait que vous allez courir?
démarrer un régime, travailler avec beaucoup d'énergie sur une tâche, aller voir un ami plutôt qu'autre chose. La réponse est simple. À chaque fois que vous faites une décision, vous prenez une décision, c'est parce que vous pensez ou vous ressentez qu'il y aura plus de bénéfices à le faire que d'inconvénients. Ça veut dire quoi? Il y a une partie intellectuelle dans le raisonnement, mais il y a une partie émotionnelle énorme. C'est-à-dire que si, progressivement, votre chien réalise des expériences avec vous, j'ai des expériences avec lui, et s'il éprouve du plaisir, c'est une émotion, au moment de faire certaines choses avec vous, qu'est-ce qui va se passer? Ben, progressivement, il va associer le plaisir à la tâche. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ce qui nous permet à terme d'avoir du personnel productif et épanoui qui réalise des tâches qui ont été choisies ou proposées. Alors, je voudrais juste là-dessus, voyez, donc revenir sur les erreurs. L'erreur, féliciter trop tôt. Je vois souvent ça en entreprise. Vous recrutez un collaborateur et vous allez le féliciter sur ce qu'il est en train de réaliser alors qu'il a fait très très peu de choses. Pas forcément à droit. Ou avant même, vous allez adresser une félicitation à un niveau identitaire. Dire, oh bravo, tu es intelligent, tu fais bien les choses, tu réfléchis bien. Seulement le problème, c'est que vous ne voulez pas qu'il associe je dirais du plaisir à la réflexion, mais à l'action qui suivra. Ouais. Féliciter trop tard. Si vous félicitez trop tard, la personne peut être frustrée sur le chemin. Et du coup, la félicitation peut avoir un impact qui est pas le même. Féliciter la personne, c'est une erreur parce que du coup, la personne va progressivement développer de la peur. La peur de plus être au rendez-vous des exigences ou des défis que vous lui lancez. Féliciter les résultats, c'est une erreur similaire. Progressivement, les gens vont être inquiets parce que tout simplement, ils vont attacher du plaisir aux résultats. Et quand les résultats ne seront pas là, ils seront en situation de ressentir des inquiétudes et du coup d'être moins concentrés sur les tâches que vous proposez. La félicitation, vous en avez compris sa logique. Je vous propose de passer à l'erreur numéro 4. Continuez. Alors, vous aviez découvert les 3 premières. Créer une relation de confiance, établir un contact sincère, être clair dans le commandement, dans l'expression de vos attentes, et féliciter régulièrement et habilement sur le chemin. La 4e erreur, c'est arrêter de faire ces choses-là. Arrêter de féliciter, arrêter d'être précis sur les exigences, ou arrêter de maintenir la relation de confiance en pensant que si la relation est là, eh bien alors, elle se maintiendra au même niveau de qualité, même si vous ne faites rien. C'est faux. C'est jamais acquis en fait. Exactement. C'est un excès de confiance en quelque sorte, Joss. Penser que c'est acquis. Je vais prendre cette métaphore. J'entendais une personne me dire, voilà, j'ai un piano. Et du coup, le piano est mal accordé. Et du coup, une personne est venue accorder son piano. Elle est venue accorder son piano, et après oui, c'est un professionnel qui lui a fait, et il a pris beaucoup de temps, et il a fait ça avec beaucoup de précision. Et à la fin de son intervention, l'accordeur lui a dit, bon ben, je reviens dans une semaine. Il dit, pourquoi vous revenez dans une semaine? Je viens de vous payer pour accorder le piano. Elle dit, mais comprenez bien, vos cordes étaient désaccordées pendant tellement longtemps que moi je viens de les tendre, mais elles vont se relâcher. Donc si je viens pas les tendre de nouveau dans une semaine, de nouveau ça va sonner faux. Et après vous revenez plus? Ah si, dans 2 semaines. Dans 2 semaines? Eh ben oui, pour la même raison. Et après vous revenez encore? Oui, dans 1 mois. Et après vous revenez? Oui, dans 6 mois. Et après, peut-être 1 fois par an. Intéressant. Vous savez ça en fait. Vous savez que si vous vous entretenez pas physiquement, vous repartez pas au même niveau.
C'est identique avec la relation de confiance. Il faut l'entretenir régulièrement. C'est identique avec votre capacité à stimuler vos collaborateurs sur des défis. C'est identique sur les félicitations. Intéressant. C'est clair, Joss? Très clair. Bon, Oui, ok. allez dans le temps, Ok, être patient, continuer. Ok, s'il y a des questions, je peux dire. Oui, s'il y a des questions, n'hésitez pas hein, sur les 4 erreurs ou sur les choses à ne pas faire ou à faire. On est là. Alors, en synthèse, finalement, ce que je partage avec vous, c'est que ce que nous avons intérêt à faire, c'est 1. Créer une relation sincère, confiance en prenant son temps. 2. Stimuler vos équipes. Lancez-leur des défis pour qu'ils deviennent aussi intelligents que ce chien que vous voyez sur l'image, en exprimant vos attentes précisément. 3. Félicitez-les à chaque fois que c'est nécessaire. 4. Ne relâchez pas votre vigilance et continuez à entretenir chacun de ces domaines aussi importants. Alors du coup, si vous procédez de cette manière-là, vous pourriez avoir une équipe qui ressemble à l'image qui vient d'apparaître sur votre écran. Hein, c'est-à-dire des individus et des équipes qui ont du plaisir à fournir un effort et à produire des résultats pour eux, l'équipe et l'entreprise. Hein, vous voyez l'énergie ici qui est l'exécution. Il n'y a pas de question sur l'exécution. Non seulement il n'y a pas de questionnement sur l'exécution, mais ces chiens adorent en fait réaliser ce qu'ils sont en train de faire. Et ils adorent le faire avec les autres en plus. Hein. Et vous, même sur le traîneau, vous pourriez prendre beaucoup de plaisir avec des chiens comme ça. Voilà la dynamique ici. Hein. Alors, ce que nous voulons partager avec vous maintenant, en conclusion, c'est le fait que cette séquence canine appartient à une formation qui s'appelle diriger, motiver, responsabiliser. Cette formation a pour but de développer votre intelligence pragmatique. Qu'est-ce que ça signifie? C'est votre capacité à analyser la situation dans laquelle vous êtes, à savoir ce que vous voulez dans cette situation, à avoir des stratégies, donc une action cohérente et, je dirais, adaptée, et enfin, à évaluer vos résultats. Alors, cette formation, s'il y a des questions, on les prend, Joss. Hein. Alors, juste pour revenir sur les félicitations, il y a Gérard qui dit, si j'ai bien compris, c'est une erreur de féliciter la personne ou les résultats. Oui, comment bravo. Féliciter alors? Bravo, alors on va le faire vite parce qu'on avait pris une heure, mais Gérard, effectivement, ne pas dire à quelqu'un, tu es intelligent, tu es un excellent commercial. Voilà. Gérard, vous avez compris également que c'est une erreur de dire, voilà, bravo pour ton résultat cette semaine. Bravo pour ton chiffre cette année. Hein. C'est une grosse erreur. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Hein. Comment féliciter alors? L'idée, Gérard, est de féliciter les actions qui produisent les résultats. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, vos équipes vont éprouver du plaisir à agir indépendamment de qui ils sont ou des résultats qu'ils vont produire. Et en définitive, vous le retrouvez dans le dictionnaire, ce qui produit les résultats, c'est l'action. Donc si vous avez des gens qui prennent du plaisir dans l'action, les résultats, indubitablement, arriveront. J'espère que je réponds, Gérard. Hein. On a peut-être d'autres questions? Oui. Ludovic, parfois le manager ne confond-il pas encouragement pendant l'effort et félicitations? Oui, c'est pas pareil. L'encouragement, c'est bravo, allez, vas-y, c'est bien. Hein. Et ça peut être approprié à un moment donné quand un collaborateur fait quelque chose qui demande un effort qui est délicat pour lui, de l'encourager. Hein. Féliciter, c'est autre chose, c'est de faire un constat après, pas pendant. Hein. C'est la différence qu'on peut faire. Et vous aviez entendu qu'après, il était plus habile de féliciter les actions, les comportements, plutôt que les résultats ou la personne. On a d'autres questions? Oui. Christelle qui demande, est-ce que tu as fait du bon boulot égale bonne félicitation? Non. Non, c'est sympa, Christelle. Hein. Coucou Christelle, du coup. C'est sympa, Christelle, tu as fait du bon boulot. Mais moi, si tu me dis que tu as fait du bon boulot, tu vois, tu me dis, Laurent, bravo ton webinar, je suis content. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait de bien. Qu'est-ce que je dois reproduire et comment je vais progresser par rapport à cette félicitation? Hein.
Donc, oui, j'ai envie de vous dire, c'est bien déjà, hein, parce que d'une certaine manière, ça évite les frustrations. Vous avez vu que votre collaborateur avait fait un bon travail. La reconnaissance, Hein. c'est quelque chose qui est bien. Oui, mais ce n'est pas assez précis. C'est intéressant, Christelle, de venir pointer le comportement précis qui lui a permis de réaliser le boulot que vous trouvez bon. Hein. Voilà. On a d'autres questions, Jess? Il y a une Gérard, question. merci, ça marche. Oui. Si c'est clair, c'est bon, Gérard, impeccable. Super. Alors, voyons une chose. Je voudrais simplement partager avec vous, du coup, la logique de cette formation. Cette formation, vous le voyez, se déroule en 6 jours. Alors, elle est inclue dans un parcours plus long, hein, qui s'appelle Intelligence et Leadership. En quelque sorte, c'est la première étape, hein, de 6 jours. Au cours de la première journée, les participants apprennent à être en posture de commandement. Comment je fais pour diriger sans m'énerver, sans être trop sympa, comme sur le slide tout à l'heure? Quelle est la posture que je peux adopter qui me permet d'être légitime en tant que chef d'équipe ou responsable, hein, ou manager ou dirigeant, hein? Et qu'est-ce qui me permettra d'avoir un impact en évitant les énervements inutiles ou, je dirais, une forme de gentillesse excessive? Voilà. Comment je peux me positionner? Du coup, je peux éviter les écueils qui me permettront qu'en quelque sorte, mes équipes me trouvent légitime et ne se poseront aucune question sur le fait que c'est moi le boss. Voilà. Et comment vous pouvez faire ce chemin et vous réconcilier avec vos valeurs les plus profondes, d'accord, pour exercer cette responsabilité-là. Voilà. C'est pas très compliqué, d'une certaine manière. Le deuxième jour, on répond à la question comment motiver ses équipes. Comme vous le voyez apparaître, c'est là que vous découvrez et vous expérimentez pendant 2 heures cette expérience canine, cette séquence canine. Hein, voilà. Alors, en parler, c'est une chose, la vivre, c'est autre chose. Oui, et de se faire filmer aussi. Surtout qu'après, on filme, et surtout qu'après, à votre demande, on débrief à partir, après le 4e jour. Après le 4e jour, parce que vous avez un niveau de compréhension plus fort, hein, sur les enseignements qu'on partage avec vous. Et je dois dire, hein, Joss, souvent on se fait la réflexion que ces débriefings qui durent un quart d'heure, qui sont personnalisés, sont souvent des électrochocs pour nos participants, qui réalisent des prises de conscience sur leur manière de manager ou la manière de se positionner, et qui leur ouvrent des perspectives très intéressantes sur la manière dont ils peuvent faire pour obtenir de leurs équipes ce qui est souhaitable. Hein, voilà. Alors, au cours de cette séquence et de cette journée motivée, après la séquence canine, on répond à la question, un peu comme le demandait Gérard, comment créer une relation de confiance? Comment féliciter habilement? Voilà. On est concentré là-dessus, hein, d'une certaine manière, tout au long de la journée. La 3e journée s'intitule Responsabiliser. Donc Laurent, ça a changé. Exact. C'était diriger, motiver, communiquer, et maintenant c'est responsabiliser. Alors, tu es observateur, Joss, oui. hein, mais j'attendais quand même que tu me le dises et que tu le remarques. Alors, la raison pour laquelle on parle de responsabilisation, c'est que véritablement, grâce à la journée 1 et grâce à la journée 2, vous êtes ensuite dans d'excellentes conditions pour pouvoir aller chercher la responsabilisation. Et aujourd'hui, c'est peut-être la demande la plus forte des entreprises qu'on peut avoir. Et on a véritablement, avec les clés pour diriger, les clés pour motiver, les clés pour responsabiliser, une réponse très pragmatique, du coup, à comment je fais pour que mes équipes soient autonomes. En gros, comment je fais pour que mes équipes travaillent sans moi et qu'elles aient envie de le faire. Ce qui est le rêve de tout manager. Oui, exactement. Mais alors, de la même manière qu'à un moment donné, un chien de traîneau pourrait travailler tout seul et avec n'importe qui, d'accord? Vous rêveriez que vos équipes travaillent avec énergie sans vous, sans que vous ayez à surveiller quoi que ce soit. Hein, et c'est ça qu'on va chercher. Et de ce point de vue-là, voilà, on utilise, voilà, ce qu'on appelle la boucle de responsabilisation. C'est en quelque sorte, comment vous dire ça, allez, c'est un outil systémique qu'on utilise tout au long de la formation. C'est l'outil sur lequel on revient tout au long de la formation. Et je ne cesse de vous challenger là-dessus. À quelle situation tu étais confronté, Joss, dans la situation que tu viens de faire maintenant? On fait de nombreuses mises en situation, hein, puisque c'est de l'intelligence pragmatique tout au long des 6 journées. Hein.
Et à chaque fois que je vous challenge, quelle était la situation? Qu'est-ce que tu voulais dans cette situation? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que c'était habile ou pas? Tu produis le résultat ou pas? Non. Ah, qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre? Pour que progressivement, vous preniez cette habitude d'analyser. Est-ce que j'y vois clair sur la situation? Est-ce que mon objectif est clair? Est-ce que mes stratégies sont habiles? Est-ce que je produis le résultat? Quand vous aurez l'habitude de vous questionner régulièrement, je vous demanderai de faire la même chose avec vos équipes. Et demandez à vos équipes, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi, qu'est-ce que tu voulais? Explique-moi, qu'est-ce que tu décides de faire? Et enfin, comment moi je vais savoir que le résultat est au bout? Vous voyez de quelle manière on peut mettre en suivi? Et petit à petit, vous allez voir que les personnes vont s'approprier cette logique-là et vont du coup fonctionner sur cette logique, sur cette boucle, de manière responsabilisée, de manière autonome. Voilà ce qu'on apprend globalement au cours de cette 3e journée. Alors, au cours de la 4e journée, on va mettre le focus sur vous. La plupart du temps, je suis surpris par le fait que les demandes que nous font les entreprises, c'est Laurent, l'équipe ne fonctionne pas bien. Et quand je fais des audits dans vos entreprises, ça m'arrive, et que je vois les gens, très souvent, ce que j'entends, c'est mon manager est naze. Mon manager est pas bon. Pas tout le temps. Les gens sont durs. Mais mon manager a des écueils. Il a des comportements qui sont inappropriés, et ça paralyse l'équipe, ça paralyse la production, ça paralyse le système commercial, ou ça paralyse parfois la société. Du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? Vous recevez un rapport à 360 degrés. Vous recevez un rapport à 360 degrés que vous aurez rempli préalablement sur Internet, dans lequel vous aurez le point de vue de votre hiérarchie, de vos collaborateurs et de vos collègues, avec votre point de vue. Et grâce à tout ce que vous aurez appris, vous verrez très clairement quels sont les comportements à activer qui peuvent vous permettre de rehausser votre niveau de performance personnelle et du coup, je dirais, inspirer vos collaborateurs ou libérer l'énergie de vos collaborateurs. Voilà ce qu'on fait au cours de la 4e journée. On visite les logiques de maîtrise de soi, on visite les logiques d'ambition et d'organisation personnelle notamment. Au cours des 5 et 6e journées, c'est de la mise en pratique, sans arrêt. La 5e journée, beaucoup de mise en pratique. On va voir comment faire pour dire non, on va voir comment faire pour déléguer, on va voir comment faire pour recadrer, on voit toutes ces choses-là. Au cours de la dernière journée, alors cette fois-ci, vous allez être confronté à des mises en situation de nouveau, mais là, on va pousser le curseur très fort. Parce que dans vos entreprises, c'est parfois délicat. Voilà. Donc, on vous réserve des surprises au cours de cette formation, notamment au cours de la 6e journée, et du coup, on va vous challenger très très fort pour vous préparer concrètement à être efficace dans votre management. Alors, pour ceux qui sont intéressés, cette formation-là est subventionnée, Joss. Oui. Je parle de la prochaine à Montpellier, subventionnée. Alors là, vous l'avez compris que dans le visuel qu'on vous a montré, les 6 jours, le contenu des 6 jours. Donc, c'est une formation qui a 12 outils, je crois que tu m'as dit. 12 outils pour un manager. Facilement une quinzaine. Une quinzaine d'outils pour les managers. Donc, c'est une formation qui a 6 jours, donc qui est très complet. On a essayé de faire moins de jours, on n'a pas arrivé. Donc, 6 jours, c'est le minimum, c'est le maximum, mais Alors, c'est 2 jours? Oui, plus un jour plus tard, plus un jour plus tard, voilà. Donc ça vous prend que 2 jours maximum, et après c'est que 1 jour. Voilà. Et donc dedans, vous voyez devant vous, il y a tout, il y a le frais d'accueil, les 6 jours, le rapport personnalisé à 360, la documentation qui est justement la mise à jour pour la prochaine session. Vous aurez une excellente documentation, magnifique. Qui est tout fraîche, tout nouvelle. Certificat d'aptitude et un soutien donc tout au long de la formation avec justement par exemple le debriefing, c'est un peu comme un coaching personnalisé à la demande pour vous aider à mettre en pratique. Ça change, Joss, qu'entre chaque intercession, oui. Donc j'envoie des exercices, oui. Je vous demande d'être fort sur certaines choses, vous choisissez vous de votre côté ce que vous voulez mettre en pratique et en parler de retour de formation avec les personnes avec lesquelles vous êtes en train de vous former est souvent très riche pour vous. Donc, c'est une formation qui a une valeur un prix de 3 000 €. Si vous êtes basé dans la région Languedoc-Roussillon et vous êtes salarié dans l'entreprise de plus que 10 salariés en contrat de droit privé, même si vous n'êtes pas adhérent, ne pas adhérent dans un certain nombre de cas ou pas,
vous pourrez avoir un tarif donc exceptionnel de 1665 euros. Hein. Donc là, c'est pour les salariés basés en Languedoc-Roussillon. Donc Alors, je vais vous donner les... Oui, même les entreprises, hein, dont le siège social est basé. Oui, les sièges sociaux, exactement. Alors, pour voir si vous pouvez bénéficier de ces subventions, il faut simplement t'appeler Joss. Hein. Exactement. Voilà. Il y a un nombre de places limité également. Hein. Oui. Voilà. Donc c'est à un peu moins de moitié, un peu plus de la moitié prix de la formation. Là, vous avez les dates devant vous de la session qui démarre donc à Montpellier à partir du 13-14 octobre. Il reste encore quelques places. Et pour ceux qui sont plutôt basés en Rhône-Alpes, il y a donc la session à Vienne à partir du 17-18 novembre qui va aussi donc étaler sur 2017. D'accord? Exactement. Donc là, vous avez mes coordonnées. De toute façon, je vais vous envoyer donc un mail de suivi avec cet enregistrement pour me contacter pour parler donc de cette formation qui comprend donc la séquence canine. Alors, à l'issue, bien sûr, de ce webinaire, vous pouvez le revisualiser, oui, hein, puisqu'il sera enregistré et posté sur notre site. Vous pouvez aussi appeler Joss parce que vous avez envie de vous inscrire à une formation, parce que vous avez envie de vous inscrire à une autre. Il est pas, excusez-moi de te couper, mais il n'est pas forcément utile si on voit dans la préconisation que cette formation est adaptée à vos besoins. On a d'autres solutions, d'autres formations. Ouais, Donc le plus important, c'est de nous contacter et on évoque ensemble quels sont les besoins, les enjeux actuellement. J'ose très souvent, on se paie le luxe hein, d'avoir des entretiens personnalisés avec vous parce qu'on veut vous orienter de la meilleure manière. Et il nous arrive souvent que vous disiez cette formation m'intéresse et que Joss vous dit non, c'est pas ça, c'est pas celle-là, c'est celle-là, c'est ça ou c'est cette formule-là pour vous. Hein. Oui. Voilà. Véritablement, nous notre intérêt, c'est que à l'issue d'une prestation avec nous, vous ressortiez par le haut, c'est-à-dire qu'il y ait des progrès significatifs pour vous et du coup pour votre équipe et votre entreprise. Hein. Sachez que l'intérêt quand même de faire des formations en groupe avec les gens que vous connaissez pas. C'est assez rare déjà hein, dans les régions de pouvoir le faire. Hein, ça se passe pas souvent. Le mélange avec des gens que vous connaissez pas permet de justement comprendre que les enjeux sont assez similaires parfois. Les problématiques que vous rencontrez en tant que manager, on les rencontre souvent, même si le métier peut changer, mais les problématiques de management est souvent très similaire et on apprend les uns et les autres. Tout à fait. Oui. Alors, sachez une chose, c'est que si vous résidez en Espagne, si vous avez une filiale en Espagne, nous avons un consultant basé à Barcelone qui est habilité pour faire cette formation. Si vous avez une filiale en Angleterre, nous avons aussi un formateur en capacité de réaliser ce type de prestation-là dès 2017. Hein. Oui, exactement. Voilà. On a des demandes, donc on peut progressivement, on s'organise pour vous satisfaire. Dernière chose, Joss, importante pour moi. Vous pouvez appeler Joss, bien sûr, pour aller plus loin sur ces formations. Vous pouvez appeler Joss aussi par rapport à l'expérience canine, parce que cette expérience canine, hein, je pense à Animal Leadership Experience, la formation est un moyen pour nous hein, de vous faire progresser à un moment donné, mais on peut tout à fait aussi organiser des team building, hein, ça fait partie de nos prestations, et s'appuie aussi sur ce type de prestations-là. Viviane aujourd'hui excelle dans sa capacité à vous faire progresser de manière sur mesure sur les dimensions qui sont importantes pour votre entreprise ou votre équipe. Hein. Donc, voilà, si vous êtes curieux, simplement questionnez-nous et on vous répondra. Bon, mais écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Je vais voir s'il y a des questions. Non, c'est que des remerciements, donc c'est gentil. Ah, il y a Michel qui dit que c'est pas Languedoc-Roussillon, c'est Occitanie. Tu as raison, Michel. Tu as raison. Je ne sais pas si ça va jusqu'à Toulouse, par contre. Il faut que je demande. Si vous êtes, si le salarié est basé en ancien Midi-Pyrénées, il faut que. Excellente remarque, merci. C'est une bonne question. Oui. Donc, merci à tous. Alors, je vais vous lancer un petit sondage pour savoir si vous avez trouvé le webinaire utile. Voilà, on finit comme ça. Voilà, c'est important pour nous de savoir que, voilà, si vous l'avez trouvé utile ou pas, et si c'était utile, est-ce que vous avez envie d'aller encore un peu plus loin, sachant que c'est anonyme, mais bon, ça permet de voir que, on répond à des besoins. Hein, oui, voilà, c'est pour ça qu'on fait nos webinaires. Hein. Exactement, tout à fait. Donc, on a un autre webinaire planifié, Joss, ou pas encore? Pas encore. Il faut chercher le sujet. Thème, les sujets, ouais. Bon, mais sachez qu'il y a tous les webinaires qu'on fait. Il y a les vidéos sur notre blog.
Sur laurentboilano.com, vous pouvez aller à tout moment chercher les vidéos. Il y a 6 ou 7 maintenant. Et si vous avez des besoins particuliers, vous pouvez aussi nous faire part de vos curiosités, de vos besoins. Absolument. Bon, mais écoute, On publie? On publie. Bah écoutez, ça fait plaisir. Hein, ça fait plaisir, Joss, hein, tu vois. On donne pas pour rien. Bravo, hein. bravo, je te félicite. Ah bah, Qu'est-ce que tu as fait, Laurent? merci d'avoir organisé ce séminaire, ce webinaire, Joss. Ouais, ok. Bon, bah écoutez, pour les 42 personnes qui ont besoin d'aller plus loin, surtout, je vous encourage à contacter Joss. Il vous accueillera de la meilleure manière possible et soyez tout à fait tranquille sur le fait que ça ne vous engage à rien. Absolument. Voilà. Si vous avez des questions maintenant aussi, non, c'est super. Merci beaucoup, parfait. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous pour votre présence. Super. Bonne continuation et au plaisir de connaître vos curiosités, de vous retrouver dans une formation ou un prochain webinaire. Allez, au revoir Laurent. À bientôt.